Mon père a dit à ma sœur, « Ta sœur ne mérite pas un centime, elle est dehors. » J'ai regardé ma belle-mère. Elle souriait. J'ai tourné les talons et j'ai transféré tout mon argent cette nuit-là. Mais ce qu'ils ignoraient, c'était que leur trahison n'était pas ma fin, mais le début de la leur. Si vous avez déjà senti le sol se dérober sous vos pieds à cause de ceux qui étaient censés vous tenir la main, alors vous comprenez la solitude glaciale qui m'a envahi ce soir-là. Avant que nous ne plongions dans les détails de cette histoire de famille, de cet héritage empoisonné et de cette justice que j'ai dû arracher de mes propres mains, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez. Quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'aime savoir d'où vient la force de notre communauté. Je m'appelle Élise, et à 32 ans, ma vie a basculé à cause d'un plancher qui a grincé. C'était un vendredi soir, dans notre grand appartement familial du 6e arrondissement de Lyon. Une pluie fine crépitait contre les hautes fenêtres, et l'odeur du vieux bois et du thé de ma belle-mère flottait dans l'air. J'allais frapper à la porte du bureau de mon père, Gérard, un simple dossier à la main, quand sa voix a tranché le silence. Froide, mesurée, sans la moindre inflexion. « Margot, écoute-moi. Pour ta sœur, elle ne mérite pas un centime. Elle est dehors. Dehors. » Le mot a résonné dans ma tête comme un coup de fusil. J'ai cessé de respirer. Mon cœur a cessé de battre. Je suis resté là, la main en l'air, figé. Le monde entier s'est réduit à ce couloir sombre et à cette porte entr'ouverte. De l'autre côté, j'entendais le silence de ma sœur aînée, Margot. Pas une protestation. Pas une hésitation. Son silence était une approbation, une complicité qui me poignardait plus sûrement que les mots de mon père. Puis, comme pour enfoncer le couteau, j'ai entendu un son léger, presque imperceptible. Un petit fredonnement satisfait. Celui de Béatrice, ma belle-mère. Je me suis décalé d'un pas, juste assez pour voir à travers l'entrebâillement. Elle était assise sur le canapé en cuir, une tasse de thé à la main, ce sourire poli et suffisant qu'elle arborait chaque fois qu'un de ses plans se déroulait sans accroc. Elle avait l'air si paisible. Triomphante. Comme si m'effacer de l'équation familiale n'était pas un acte de cruauté, mais une simple correction administrative. Dans leurs yeux, je n'étais plus Élise, leur fille, leur sœur. J'étais un problème financier, une ligne à rayer sur un bilan comptable. J'ai reculé sans un bruit. Chaque marche de l'escalier qui menait à ma chambre me semblait être une montagne. Mon corps bougeait, mais mon esprit était resté coincé dans ce bureau, écoutant en boucle ma propre condamnation. Une question me hantait, une question stupide et douloureuse, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je me suis remémoré les dernières semaines, les invitations à dîner que je n'avais pas reçues, les conversations qui s'arrêtaient net quand j'entrais dans une pièce, le regard fuyant de mon père. J'avais mis ça sur le compte du deuil, de la tristesse après la mort de ma grand-mère Geneviève quelques mois plus tôt. J'avais tort. Ce n'était pas du deuil. C'était une répétition. Il s'entraînait à vivre sans moi. Cette nuit-là, assise sur le bord de mon lit, je n'ai pas pleuré. La tristesse était là, bien sûr, une boule lourde dans mon estomac. Mais une autre émotion, plus froide, plus dure, commençait à prendre le dessus, la colère. Une colère lucide. Dans le silence de ma chambre, j'ai compris. Dans cette famille, la bonté n'était pas une qualité, c'était une faiblesse à exploiter. Et ma faiblesse venait de prendre fin. Ils pensaient m'avoir mise hors jeu, mais ils ne savaient pas que je venais de changer les règles. Comment pouvais-je leur faire face après ça? Comment pouvais-je même rester sous le même toit? La question n'était plus de savoir comment leur faire face, mais comment survivre. Comment contre-attaquer? J'ai fermé la porte de ma chambre à clé, un geste symbolique qui me donnait l'illusion d'un sanctuaire. Dehors, ils continuaient probablement leur conversation, finalisant les détails de mon exclusion, célébrant peut-être leur future tranquillité financière. L'image de ma belle-mère, Béatrice, souriant au-dessus de sa tasse de thé, s'est gravée dans ma rétine. Ce sourire n'était pas seulement suffisant, il était prédateur. Pendant un instant, la panique a menacé de m'engloutir. L'envie de hurler, de défoncer la porte du bureau et de leur demander des comptes m'a traversé l'esprit. J'ai pris mon téléphone, mes doigts ont survolé le nom de Margot. Une partie de moi, la petite sœur naïve qui croyait encore aux contes de fées, voulait l'appeler,
la supplier de me dire que j'avais mal entendu, que c'était une terrible méprise. Mais le silence complice de ma sœur résonnait encore à mes oreilles. Non. Il n'y aurait pas de confrontation. Pas de larmes. Pas de scène. Ce n'était pas leur style, et ce ne serait pas le mien. Je me suis assise à mon bureau, le cœur battant à tout rompre. J'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran s'est allumé, projetant une lumière blafarde sur mon visage. C'est là que la voix de ma grand-mère Geneviève m'est revenue, aussi claire que si elle était assise à côté de moi. Ma chérie, me disait-elle souvent en m'apprenant à lire les bilans de l'entreprise familiale, espère toujours le meilleur, mais prépare-toi toujours au pire. Sois toujours prête pour une tempête, même quand le ciel est bleu. Le ciel n'était plus bleu. C'était un ouragan. Et grâce à elle, j'avais un abri. Il y a des années, lors de mon 25e anniversaire, ma grand-mère m'avait emmenée à Genève. Officiellement, c'était un week-end de plaisir. Officieusement, elle m'avait aidé à ouvrir un compte bancaire discret. On ne sait jamais, Élise, avait-elle dit avec un clin d'œil. Une femme doit toujours avoir son jardin secret, surtout financièrement. À l'époque, j'avais trouvé ça un peu mélodramatique. Ce soir-là, j'ai compris sa prescience. Mes doigts ont volé sur le clavier. Mot de passe, code de sécurité, confirmation par SMS qui arrivait silencieusement sur mon téléphone. C'était un balai numérique froid et précis. Ligne par ligne, j'ai vidé mes comptes d'épargne français. Chaque euro que j'avais mis de côté, chaque prime, chaque petit héritage d'un grand-oncle, tout a été transféré. C'était un acte de survie, pas de cupidité. Je ne leur volais rien, je mettais simplement à l'abri ce qui m'appartenait, ce qu'ils s'apprêtaient à me dénier. La dernière transaction a été validée. Transfert réussi. J'ai fermé l'ordinateur. Un calme étrange s'est emparé de moi. La peur et la tristesse étaient toujours là, mais elles étaient maintenant contenues par une détermination de fer. J'étais seule. Complètement seule. Mais pour la première fois, je réalisais que ma solitude était peut-être ma plus grande force. Ils ne s'attendaient pas à ça. Ils s'attendaient à ce que je pleure, que je supplie, que je sois la victime passive de leur complot. Ils me voyaient comme la douce et rêveuse Élise, celle qui préférait les livres au bilan comptable. Ils avaient oublié qui m'avait élevée. Ils avaient oublié que j'étais la petite fille de Geneviève Laurent, une femme qui avait bâti un empire à partir de rien. Ils pensaient avoir gagné la partie en me déclarant « dehors ». Mais ils ne savaient pas que je venais de déplacer l'échiquier sur un terrain qu'ils ne connaissaient pas. J'ai regardé par la fenêtre. La pluie avait cessé. Les lumières de Lyon scintillaient dans la nuit. Demain, le soleil se lèverait sur une nouvelle réalité. Comment allais-je trouver les preuves de leur trahison? Et si cet argent n'était que la partie visible de l'iceberg? Le lendemain matin, un samedi, j'ai quitté l'appartement de Lyon avant même que le reste de la maison ne s'éveille. J'ai laissé un simple mot sur la table de la cuisine, parti pour le week-end. Pas de questions, pas de détails. Le silence était ma meilleure arme pour le moment. J'ai pris ma petite voiture et j'ai roulé vers le sud, vers la seule chose qui me restait d'authentique, de vrai, le mas de ma grand-mère en Provence. Le trajet d'1 heure et demie en TGV, que je prenais habituellement, s'est transformé en un pèlerinage de 3 heures en voiture sur l'autoroute. Le paysage défilait, mais je ne voyais rien. Mon esprit était une ruche bourdonnante. Chaque kilomètre qui me séparait de Lyon était un pas de plus vers la clarté. En arrivant près d'Aix-en-Provence, l'odeur des pins et de la lavande a commencé à remplacer celle, plus métallique, de la ville. C'était l'odeur de mon enfance, l'odeur de la sécurité, l'odeur de Geneviève. Le mas était exactement comme dans mes souvenirs. Une vieille bâtisse en pierre dorée, entourée d'oliviers et de lavande. C'était mon refuge. J'ai coupé le moteur et le silence de la campagne m'a enveloppé. C'est ici que ma grand-mère m'avait tout appris. Pas seulement les affaires, mais la vie. C'est ici qu'elle m'avait prévenu, à sa manière, contre la cupidité qu'elle voyait grandir dans le cœur de son propre fils. Je n'ai pas perdu de temps. Je suis allée directement dans sa chambre, une pièce simple baignée de lumière. Tout était resté intact. Son lit, ses livres, et la grande armoire en noyer qui sentait la cire d'abeille. Dans un coin de l'armoire,
sous une pile de foulards en soie qu'elle aimait tant, j'ai trouvé ce que je cherchais. Une petite clé en laiton. Elle ouvrait un compartiment secret au fond de l'armoire, une cachette dont j'étais la seule à connaître l'existence. Mon cœur battait la chamade quand j'ai tourné la clé. À l'intérieur, il y avait une boîte en bois de cèdre. La boîte de Pandore de ma grand-mère. Je l'ai posée sur son lit et je l'ai ouverte. Mes mains tremblaient. 3 objets y étaient soigneusement rangés. Le premier était une épaisse enveloppe scellée par un notaire. En lettres capitales, on pouvait lire « Addendum au testament de Geneviève Laure ». Je l'ai ouverte. C'était un document légal, irréfutable. Page après page, ma grand-mère révoquait toutes les dispositions antérieures et me nommait seule et unique héritière de la totalité de sa fortune personnelle et de ses parts majoritaires dans l'entreprise Laurent et Fils. Le document était signé, paraphé, et daté d'un mois seulement avant son décès. Le nom du témoin m'a fait sourire, Maître Perrin, son plus vieil ami et notaire, un homme d'une intégrité sans faille. Le deuxième objet était un petit dictaphone numérique. J'ai appuyé sur le bouton « Play ». La voix de ma grand-mère a rempli la pièce. Chaude, calme, mais l'empreinte d'une force inébranlable. « Élise, ma chérie. Si tu écoutes ceci, c'est que mes craintes se sont réalisées. Si jamais ils essaient de déformer la vérité, de remettre en cause ma volonté, fais-leur écouter cet enregistrement. Je te fais confiance. Je ne fais confiance qu'à toi. » La phrase était courte, mais elle était tout. Elle était une validation, une arme, un bouclier. Le troisième et dernier objet était une simple lettre manuscrite, pliée en 4. Son écriture élégante et penchée couvrait la page. Ma petite Élise, le sang ne rend pas les gens dignes. Si tu lis ces mots, c'est qu'ils se sont déjà retournés contre toi. Ne sois pas triste. Sois forte. Prends ce qui te revient de droit. Ne regarde jamais en arrière. Ton nom est un héritage, ne les laisse pas le salir. Je t'aime, ta grand-mère, Geneviève. Je suis restée assise sur le lit pendant un long moment, les 3 objets étalés devant moi. Ce n'était pas seulement un héritage. C'était un kit de survie. Un plan de bataille. Ma grand-mère n'avait pas seulement vu leur cupidité, elle l'avait anticipé et avait préparé la riposte. Elle ne m'avait pas laissée seule. Elle était là, dans ses documents, dans sa voix, dans ses mots. La tristesse a fait place à une gratitude immense. J'ai soigneusement rangé les preuves dans mon sac. Je savais ce que j'avais à faire. Le temps du silence était terminé. Le temps de l'action était arrivé. Comment allait-il réagir face à la vérité irréfutable de la femme qu'ils prétendaient tous honorer? Le retour à Lyon le lundi matin était différent. Je n'étais plus la victime fuyante du vendredi soir. J'étais une femme avec une mission, armée de la vérité de sa grand-mère. L'air de la ville me semblait moins lourd, ou peut-être était-ce moi qui étais devenue plus forte. Je suis entrée dans la cuisine. La scène était presque une caricature d'elle-même. Margot, perchée sur un tabouret haut, faisait défiler son téléphone avec un air d'ennui étudié, son café au lait parfaitement mousseux à la main. Gérard, mon père, était déjà plongé dans ses tableaux Excel, ses lunettes glissant sur son nez, l'air important et préoccupé. Et Béatrice, ma belle-mère, se tenait près de la cuisinière, touillant un porridge aux flocons d'avoine bio, fredonnant un air léger qui, désormais, me donnait la nausée. Elle incarnait la parfaite maîtresse de maison, sereine et en contrôle. Une image si lisse, si fausse. Aucun d'eux n'a levé les yeux quand je suis entrée. Pour eux, j'étais redevenue invisible, une partie du décor. C'était exactement ce dont j'avais besoin. J'ai posé mon sac sur une chaise, et j'en ai sorti la grande enveloppe Kraft scellée. Je l'ai posée fermement sur le plan de travail en marbre de l'îlot central, juste entre une corbeille de croissants et les dossiers de mon père. Le bruit sec du papier sur la pierre a finalement brisé leur bulle. Margot a été la première à réagir. Ses yeux ont quitté son téléphone, sont passés de l'enveloppe à mon visage, puis se sont plissés. « C'est quoi, ça ?» a-t-elle demandé, son ton empreint d'un mépris à peine voilé. Mon père a levé la tête, l'air agacé. « Élise, nous sommes occupés. Est-ce que ça peut attendre ?» « Non » ai-je répondu d'une voix calme, mais qui ne laissait place à aucune discussion.
Je pense que vous allez vouloir lire ça. Maintenant. Le mot « vous » a semblé flotter dans l'air. Je ne m'adressais plus seulement à lui. Je m'adressais au triumvirat. Béatrice s'est retournée, sa cuillère en bois encore en main. Son regard s'est posé sur le sceau du notaire sur l'enveloppe. J'ai vu son expression vaciller, juste une fraction de seconde. Une micro-expression de surprise, peut-être d'inquiétude. Mais elle s'est vite reprise. Margot a laissé échapper un petit rire sec. Ne me dis pas que tu as apporté tes propres papiers. C'est une nouvelle tentative pour te faire une place? C'est pathétique. Je n'ai pas répondu à sa provocation. Je l'ai simplement ignoré. J'ai ouvert l'enveloppe, j'en ai sorti les pages de l'addendum au testament et je les ai étalées sur le marbre comme un joueur de poker abat une quinte flush royale. Les signatures, les tampons officiels, tout était visible. Signé, avec témoin, et daté, ai-je dit lentement, en tapotant du doigt la ligne où la signature de Maître Perrin était apposée. Vous vous souvenez de Maître Perrin, n'est-ce pas? Le vieil ami de grand-mère. Un homme très respecté. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le bruit de la cuillère de Béatrice qui touillait le porridge s'était arrêté. Gérard a enlevé ses lunettes, son regard fixé sur les documents. Margot, pour la première fois, avait perdu son air suffisant. Elle se penchait en avant, essayant de lire. Leur monde, si soigneusement construit sur des mensonges et des omissions, commençait à se fissurer. Leurs visages, habituellement si maîtres de leurs émotions, affichaient désormais un mélange de choc et d'incrédulité. Ils me regardaient, puis les papiers, puis à nouveau moi, comme s'ils n'arrivaient pas à connecter les deux. La petite Élise, l'invisible Élise, venait de poser une bombe sur leur table de petit déjeuner. Et le pire pour eux, c'est qu'ils ne savaient pas si le détonateur était déjà enclenché. Avait-il une porte de sortie, ou était-ce déjà la fin de la partie? Le premier à retrouver une once de contenance fut mon père. Il a repoussé sa chaise, s'est levé et s'est approché de la table, essayant de projeter une autorité qu'il n'avait plus. Il a jeté un coup d'œil rapide au document. C'est ridicule, a-t-il lâché, en essayant de faire sonner sa voix comme étant définitive. C'est sûrement un faux. Ta grand-mère était très affaiblie à la fin. Elle était influençable. Influencée par son notaire de 40 ans, Maître Perrin, ai-je rétorqué, mon calme le déstabilisant visiblement. Influencée au point de rédiger un document parfaitement légal et irréfutable? Je ne pense pas. C'est Béatrice qui a pris le relais. Son visage était un masque de fausse indignation. Élise, tu as dépassé toutes les limites, a-t-elle sifflé, sa voix tremblant légèrement malgré ses efforts. Ce n'est pas ce que ta grand-mère aurait voulu. Tu salis sa mémoire avec ce cirque. Au contraire, ai-je dit en la regardant droit dans les yeux. Je crois que je l'honorais. Grand-mère voulait la vérité et l'honnêteté. C'est ce qu'elle m'a légué, et c'est ce que je vous apporte ce matin. Margot a éclaté d'un rire qui sonnait faux. Un rire nerveux, cassant. C'est pathétique. Tu as toujours détesté être sur la touche, et maintenant tu transformes la mort de grand-mère en ton spectacle personnel pour avoir le premier rôle. Tu es malade. Vous confondez mon silence avec de l'obéissance, ai-je simplement répondu. La tension était à son comble. Ils étaient acculés, et comme des animaux pris au piège, ils devenaient méchants. C'était le moment. J'ai sorti le petit dictaphone de mon sac et je l'ai posé doucement sur le marbre, à côté des papiers. Leurs yeux se sont rivés sur le petit objet en plastique noir comme si c'était une créature vivante. J'ai appuyé sur le bouton « Play ». La voix de ma grand-mère, Geneviève, a rempli la cuisine. Claire, forte, sans l'ombre d'une hésitation. Élise, ma chérie. Si tu écoutes ceci, c'est que mes craintes se sont réalisées. Si jamais ils essaient de déformer la vérité, de remettre en cause ma volonté, fais-leur écouter cet enregistrement. Je te fais confiance. Je ne fais confiance qu'à toi. Quand l'enregistrement s'est terminé, le silence qui a suivi était si lourd qu'on aurait pu le toucher. Ce n'était plus un silence de choc, mais un silence de défaite. La voix de leur mère et belle-mère venait de les condamner depuis l'au-delà. Leurs arguments sur sa faiblesse et son état influençable venaient de voler en éclats. Le visage de Béatrice était livide.
Margot fixait sa tasse de café comme si elle pouvait s'y noyer. Gérard s'est affalé sur sa chaise, l'air d'avoir vieilli de 10 ans en quelques secondes. J'ai enfoncé le clou. J'ai sorti une autre enveloppe de mon sac et je l'ai fait glisser sur la table vers mon père. Ceci a été déposé ce matin au tribunal de commerce, ai-je annoncé. C'est une demande d'injonction pour geler tous les actifs de la famille et de l'entreprise, en attendant l'examen par la cour de l'addendum au testament. Aucun euro ne peut sortir ou entrer sans une autorisation judiciaire à partir de maintenant. C'était le coup de grâce. La fureur a déformé les traits de mon père. Tu es en train de détruire cette famille, a-t-il hurlé, frappant la table du poing. Non, ai-je répondu, ma voix ne faiblissant pas, je refuse simplement de la laisser me détruire. J'ai rassemblé mes documents, je les ai remis dans mon sac et je me suis dirigé vers la sortie. Pas de cris, pas de grands adieux. Juste le bruit de mes pas sur le parquet et le clic de la porte qui se refermait derrière moi. Je les ai laissés là, dans les ruines de leur petit complot, avec pour seule compagnie la voix de ma grand-mère qui résonnait encore entre les murs. Avaient-ils compris qu'ils avaient perdu ? Ou allaient-ils essayer de riposter d'une manière encore plus vicieuse ? À peine avais-je franchi le seuil de l'immeuble que mon téléphone a vibré. C'était Margot. Je m'attendais à un torrent d'insultes, à de la colère brute. J'aurais presque préféré. Ce que j'ai reçu était bien pire, bien plus insidieux. Le premier message disait « J'espère que tu es fier de toi. Papa est anéanti. Tu as toujours eu ce talent pour tout dramatiser. » J'ai ignoré. Mais un deuxième message est arrivé instantanément. Sérieusement, Élise. On s'inquiète pour toi depuis un moment. Tu as l'air si fragile depuis la mort de grand-mère. Peut-être que tu devrais parler à quelqu'un. Ce n'est pas sain de s'inventer des complots comme ça. Le mot « complot » m'a frappé. C'était du « gaslighting » à l'état pur. Une tentative de me faire douter de ma propre santé mentale, de me faire croire que j'étais l'instigatrice de ce drame, que j'étais folle. J'ai continué à marcher le long du Rhône, l'air frais du matin me piquant les joues, mais je n'arrivais pas à chasser le venin de ces mots. Un troisième message est apparu, plus long, plus perfide. Tu te souviens quand on était petite, au mas de grand-mère ? Tu avais juré avoir vu un fantôme dans le grenier et tu avais pleuré toute la nuit. Tu avais tellement besoin d'attention. C'est un peu la même chose aujourd'hui, non ? Tu te sens seule, alors tu crées ce drame pour que tout le monde s'occupe de toi. S'il te plaît, Élise, cherche de l'aide. On t'aime, mais on ne peut pas continuer comme ça. Cette référence à un souvenir d'enfance, déformé et utilisé comme une arme, m'a profondément blessée. C'était une attaque personnelle, conçue pour frapper là où ça fait mal, pour ébranler mes certitudes. Pendant une seconde, une terrible seconde, j'ai douté. Et si elle avait raison ? Et si j'avais tout surinterprété ? Et si le deuil m'avait rendu paranoïaque ? La fatigue, le stress, la tristesse, tout cela pouvait altérer le jugement. Je me suis arrêtée, le cœur serré. La ville autour de moi continuait de vivre, les gens se pressaient pour aller au travail, indifférents à la guerre qui se livrait à l'intérieur de moi. C'est à ce moment-là que j'ai reçu une notification par email. C'était un message de Monsieur Dubois, l'un des partenaires seniors de l'entreprise, un allié de mon père. L'objet était « Réunion urgente concernant votre performance ». Le corps du mail était bref et glacial, me convoquant à une réunion l'après-midi même pour discuter de plusieurs préoccupations sérieuses concernant votre travail récent. Le piège se refermait. C'était une attaque sur deux fronts. D'un côté, Margot sapait ma confiance en moi sur le plan personnel. De l'autre, il préparait mon éviction professionnelle, pour me discréditer et prouver que j'étais instable. J'ai senti une vague de nausée me submerger. C'était tellement calculé, tellement cruel. Il ne voulait pas seulement mon héritage. Il voulait détruire ma crédibilité, ma réputation, mon estime de moi. Il voulait m'effacer complètement. Si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait ? Auriez-vous cédé au doute, ou auriez-vous trouvé la force de continuer à vous battre ? Dites-le moi dans les commentaires, car à ce moment précis, j'ai vraiment eu besoin de toute la force du monde. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré profondément. J'ai sorti le petit dictaphone de mon sac. Je ne l'ai pas écouté.
Je l'ai juste tenu dans ma main. Le contact du plastique froid m'a ancré dans la réalité. La voix de ma grand-mère n'était pas une hallucination. Les documents dans mon sac n'étaient pas le fruit de mon imagination. Leur trahison était réelle. Et leur contre-attaque aussi. J'ai relevé la tête. Le doute s'était dissipé, remplacé par une froide résolution. Ils voulaient la guerre totale? Ils allaient la voir. J'ai ouvert mon téléphone, j'ai bloqué le numéro de Margot, et j'ai supprimé la conversation sans même la relire. Puis, j'ai répondu à l'email de Monsieur Dubois. Merci pour l'invitation. Malheureusement, je ne serai pas disponible. J'ai une autre réunion à présider. Ils pensaient que j'allais me rendre à leur convocation comme une brebis à l'abattoir. Mais où avais-je donc l'intention d'aller? Je n'ai pas pris le chemin de mon bureau. J'ai ignoré les appels manqués de mon père et de Monsieur Dubois qui commençaient à s'accumuler sur mon téléphone. Au lieu de cela, j'ai pris un taxi et j'ai donné l'adresse du siège de Laurent et Fils, dans le quartier des affaires de la Pardieu. Pendant le trajet, j'ai appelé Maître Perrin. C'est le moment, lui ai-je simplement dit. Il a compris immédiatement. J'envoie les documents par coursier sécurisé à la salle du conseil. Ils arriveront dans 20 minutes. Bonne chance, Élise. Quand je suis arrivée, la réceptionniste m'a regardée avec surprise. Bonjour, Élise. Votre père n'est pas encore là. Je sais, ai-je répondu. Je vais directement en salle du conseil. Elle a semblé hésiter, mais il y avait quelque chose dans mon ton qui ne laissait place à aucune objection. J'ai poussé la lourde porte en bois de la salle du conseil. 5 des partenaires seniors étaient déjà là, assis autour de la grande table ovale en acajou, murmurant entre eux, des dossiers étalés devant eux. Ils se sont tu net quand ils m'ont vu. Monsieur Dubois, le même qui m'avait convoqué, a froncé les sourcils. Élise? Nous ne vous attendions pas ici. La réunion est pour les partenaires. Je sais, ai-je répété en m'avançant vers la table. C'est pourquoi je suis là. Je suis allé m'asseoir à la place habituellement réservée à mon père, en bout de table. Un silence stupéfait a accueilli mon audace. Ils se regardaient, incertains de la procédure à suivre. C'est à ce moment-là qu'un coursier est entré et a déposé une mallette scellée devant moi. Pour vous, mademoiselle Laurent. J'ai ouvert la mallette. À l'intérieur se trouvaient les documents officiels préparés par Maître Perrin. J'en ai sorti une copie pour chacun d'entre eux. Messieurs, ai-je commencé, ma voix résonnant dans le silence. Je vous demande de lire attentivement ces documents. J'ai attendu qu'ils parcourent les premières pages. J'ai vu leurs yeux s'écarquiller, leurs sourcils se froncer dans l'incompréhension, puis dans le choc. Comme vous pouvez le constater, ai-je poursuivi, ma grand-mère, Geneviève Laurent, a placé la totalité de ses parts, soit 51% de cette entreprise, dans une fiducie-gestion spéciale il y a plusieurs années. J'ai fait une pause pour laisser l'information pénétrer. Cette fiducie contenait une clause très spécifique, une clause de protection. Elle stipulait qu'en cas de preuve de fraude, de mauvaise gestion ou de tentative de manipulation de sa succession visant à m'exclure, le contrôle total et irrévocable de la fiducie me serait immédiatement transféré. Les événements de ces dernières 48 heures, dont j'ai les preuves, ont déclenché cette clause ce matin à 9 heures. La porte de la salle s'est ouverte à la volée. Margot est entrée, le visage rouge de colère. « Qu'est-ce que tu fiches ici ? C'est une réunion privée. » Non, Margot, ai-je répondu calmement, sans même la regarder, mes yeux fixés sur les partenaires abasourdis. Ceci est la première réunion du nouveau conseil d'administration. Et j'en suis la présidente. C'est une mascarade, a-t-elle crié. Non, ai-je rétorqué, ma voix tranchante comme une lame. Ceci, ma chère sœur, s'appelle une succession. Le silence qui a suivi était total. Les 5 hommes les plus puissants de l'entreprise me regardaient, non plus comme la fille effacée de leur patron, mais comme leur nouvelle patronne. Leurs alliances, leurs certitudes, tout venait d'être pulvérisé. Ils étaient face à un choix, rester loyaux à l'ancien régime qui s'effondrait, ou s'aligner sur le nouveau pouvoir. Mais savaient-ils à quel point l'ancien régime était corrompu ? C'est ce que j'allais leur révéler. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore.
Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Juste au moment où Margot allait protester à nouveau, la porte s'est encore ouverte. C'était Gérard, mon père, le souffle court, le visage congestionné par la fureur. Il avait dû courir depuis son bureau. Qu'est-ce que ce cirque signifie, Élise? Sors d'ici immédiatement, a-t-il ordonné, en essayant de sauver les apparences devant ses partenaires. Assieds-toi, père, lui ai-je dit, mon ton ne laissant aucune place au débat. Surpris par mon audace, et peut-être par les regards interrogateurs des autres hommes dans la pièce, il a obtempéré, s'asseyant à côté de Margot. Maintenant que tout le monde est là, ai-je repris, nous pouvons commencer la véritable réunion. La première à l'ordre du jour, la transparence. J'ai ouvert un deuxième dossier que j'avais apporté. À l'intérieur se trouvaient les résultats d'un audit discret que j'avais commandé des mois auparavant, quand mes premiers soupçons avaient émergé. J'avais utilisé mes propres économies, engageant un petit cabinet d'experts comptables indépendants. C'était mon assurance vie, mon plan B. J'ai distribué des copies à tout le monde dans la salle, y compris à mon père et à ma sœur. Je vous invite à tourner à la page 3, ai-je dit, ma voix toujours aussi calme. Un silence de lecture s'est installé, seulement brisé par le bruit des pages que l'on tournait. J'ai vu les visages des partenaires se décomposer. Page 3, ai-je expliqué, détaille une série de transactions très inhabituelles. Plus de 80 000 € de fonds de l'entreprise, étiquetés comme frais de représentation et divertissement client, ont été directement tracés jusqu'à des comptes de sites de jeux en ligne, des comptes enregistrés à ton nom, père. Gérard est devenu blême. Il a ouvert la bouche pour protester, mais aucun son n'en est sorti. Les autres partenaires le regardaient avec un mélange de dégoût et de stupeur. Continuons, si vous le voulez bien. Page 5, ai-je poursuivi, mon regard se tournant vers Béatrice qui venait d'entrer à son tour, attirée par le bruit, et qui se tenait près de la porte, figée. Cette page concerne une société de conseil nommée B. Conseil. Une société qui facture à Laurent et Fils des honoraires exorbitants pour des missions de stratégie de marque. Fait intéressant, cette société n'a aucun autre client, aucun bureau, et son unique actionnaire et bénéficiaire est Béatrice. Béatrice a eu un hoquet de surprise. Elle me regardait comme si je venais de lui arracher son masque en public. Et enfin, ai-je dit en me tournant vers Margot, qui semblait vouloir disparaître dans son fauteuil. Page 7. Le rapport sur le projet Innovatech, un investissement que tu as personnellement supervisé. Un projet qui a entraîné une perte nette de près d'un demi-million d'euros pour l'entreprise. Une perte que tu as activement tenté de dissimuler dans les bilans en la noyant dans d'autres lignes budgétaires. Tu as espionné ta propre famille, a hurlé Margot, sa voix stridente brisant le silence glacial. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Pour la première fois, je ne voyais pas ma sœur aînée, mais une étrangère. Non, ai-je répondu. J'ai protégé ce qui reste de l'héritage de grand-mère. J'ai protégé le gagne-pain des centaines d'employés qui travaillent pour cette entreprise et qui méritent mieux que d'être dirigés par des gens qui la considèrent comme leur tirelire personnel. Monsieur Dubois a raclé sa gorge. Nous n'étions au courant de rien de tout cela, Élise. Je veux dire, Madame la Présidente. Maintenant, vous l'êtes, ai-je conclu. Le pouvoir avait changé de main. Ce n'était plus une question de documents légaux, mais de confiance brisée et de crimes révélés. J'avais exposé leur corruption au grand jour. Mais était-ce suffisant? Ou allait-il utiliser leurs dernières ressources pour tenter de salir mon nom et de me faire passer pour la véritable coupable? La salle du conseil était devenue une chambre funéraire. Les visages de mon père, de ma sœur et de ma belle-mère étaient des masques de cire, déformés par le choc et l'humiliation. Les partenaires, eux, évitaient soigneusement de croiser leurs regards, étudiant les documents avec une attention soudainement très professionnelle. La loyauté a une date d'expiration, et celle envers mon père venait de périmer de façon spectaculaire. Ceci n'est qu'un aperçu, ai-je annoncé, en refermant mon dossier. Un audit complet et officiel, mené par un cabinet externe de renommée internationale, va être lancé dès demain. Chaque compte, chaque facture, chaque note de frais des 5 dernières années sera examinée. J'ai laissé cette menace planer. C'était une chose de révéler leurs méfaits en privé, mais la perspective d'un audit officiel, dont les conclusions seraient juridiquement contraignantes,
était une autre histoire. C'était la promesse de conséquences réelles. En attendant les résultats, ai-je continué, Gérard Laurent, Margot Laurent et Béatrice sont mis à pied avec effet immédiat. Leurs accès aux locaux, aux serveurs et aux comptes de l'entreprise sont révoqués. La sécurité les raccompagnera à leur bureau pour qu'ils puissent récupérer leurs effets personnels. C'était brutal, mais nécessaire. Je ne pouvais prendre aucun risque qu'ils tentent de détruire des preuves. Gérard s'est levé d'un coup, renversant presque sa chaise. Tu ne peux pas faire ça. C'est mon entreprise. L'entreprise de mon père. Non, ai-je corrigé. C'était l'entreprise de ta mère. Et maintenant, c'est la mienne. Et je ne la laisserai pas couler. Ils sont sortis, encadrés par 2 agents de sécurité que j'avais préventivement demandés. Sans un mot de plus, sans un regard en arrière. Leur règne était terminé. Dans les jours qui ont suivi, le cabinet d'audit a investi les locaux. Ce qu'ils ont trouvé a dépassé mes pires craintes. Mon petit audit amateur n'avait fait qu'effleurer la surface. La corruption était endémique, un cancer qui rongeait l'entreprise de l'intérieur depuis des années. Des fausses factures par dizaines, des sociétés écrans enregistrées dans des paradis fiscaux, des primes exorbitantes versées sur la base de faux résultats. C'était un système de pillage organisé. Le rapport final est arrivé sur mon bureau 2 semaines plus tard. Un pavé de 112 pages qui détaillait une décennie de fraude. Le clou du spectacle était un compte offshore aux îles Caïmans, directement lié à Béatrice, où des millions d'euros avaient été discrètement siphonnés au fil des ans. Mon avocat, Maître Dubois, un autre Dubois, celui-ci honnête et compétent, m'a appelé après avoir lu le rapport. Sa voix était grave. « Élise, nous avons tout ce qu'il faut. C'est un dossier en béton armé. Nous pouvons non seulement récupérer les fonds détournés, mais nous pouvons aussi engager des poursuites pénales pour abus de biens sociaux, fraude fiscale et blanchiment d'argent. Mais vous devez être certaine. Lancer une procédure pénale contre votre propre père et votre sœur, c'est une décision qui changera votre vie à jamais. » Je suis restée silencieuse pendant un long moment, regardant par la fenêtre de mon nouveau bureau, celui qui avait appartenu à ma grand-mère. Je voyais les toits de Lyon, la ville qu'elle aimait tant. Je ne ressentais aucune joie de la victoire, aucune soif de vengeance. Juste une profonde tristesse. Mais je pensais aux employés qui avaient perdu leur emploi à cause des restructurations de mon père pour couvrir ses pertes. Je pensais à l'intégrité de ma grand-mère, à tout ce qu'elle avait bâti. Ma décision était prise. Nous allons de l'avant, maître, ai-je dit, ma voix ferme. Pour grand-mère. Et pour tous ceux qu'ils ont floués. Le soir même, j'ai reçu un message. Un numéro inconnu. C'était Béatrice. Il faut qu'on se parle. Une dernière fois. Sans avocat. Allait-elle essayer de négocier? De me menacer? Ou avait-elle une dernière carte à jouer? J'ai accepté de la rencontrer. Pas par faiblesse, mais par une sorte de curiosité morbide. Je voulais voir le visage de la défaite, entendre les derniers arguments d'une manipulatrice acculée. Elle a choisi le lieu, le parc de la Tête d'Or, près de la Roseraie. Un endroit public, magnifique, et ironiquement, un des lieux de promenade préférés de ma grand-mère. Je l'ai vue de loin, assise sur un banc, droite comme un i. Elle portait un ensemble blanc immaculé, comme pour projeter une image de pureté et d'innocence. Même dans la défaite, elle soignait la mise en scène. Je me suis approchée et je suis restée debout devant elle. Je ne lui ai pas laissé le loisir de m'inviter à m'asseoir à ses côtés. Je dois te l'accorder, Élise, a-t-elle commencé, sa voix douce, presque mielleuse. Je t'ai sous-estimé. C'était mon erreur. C'était votre première erreur, ai-je répondu froidement. Mais pas la dernière. Elle a eu un léger sourire, comme si elle appréciait ma répartie. Tu penses que tout ceci n'est qu'une question d'argent et de pouvoir? Tu es encore si naïve. J'ai protégé cette famille, Élise. J'ai tenu la barre chaque fois que ton père vacillait, chaque fois que sa culpabilité menaçait de tout faire couler. J'ai canalisé l'ambition chaotique de Margot. J'ai maintenu les apparences, le standing, le nom. Toi, tu étais toujours l'électron libre, l'idéaliste. Tu voulais la vérité, mais tu ne te souciais pas du prix à payer. C'était incroyable.
Même maintenant, elle essayait de se poser en sauveuse, en martyr. Vous n'avez rien protégé du tout, Béatrice, ai-je dit, ma voix basse et tranchante. Vous avez contrôlé. Vous avez isolé mon père de ses propres repères moraux, vous avez attisé la jalousie de ma sœur, et vous avez méthodiquement pillé l'héritage d'une femme qui vous avait accueilli dans sa famille. Il y a une différence fondamentale entre protéger et contrôler. Pour la première fois, j'ai vu une fissure dans son masque de calme. Une lueur de fureur a brillé dans ses yeux avant d'être immédiatement maîtrisée. Tout finit par s'effondrer, Élise, a-t-elle murmuré, son ton devenant presque prophétique. Même la vérité. Tu verras. Tu as gagné le trône, mais tu seras bien seul pour y régner. La loyauté ne s'achète pas. Tu as détruit ta famille pour de l'argent. Personne ne te pardonnera jamais ça. Elle se trompait tellement. Je n'avais pas détruit ma famille. J'avais simplement exposé le fait qu'elle était déjà en ruine depuis longtemps. Je n'avais pas agi pour l'argent, mais pour la justice. Elle s'est levée lentement, lissant une robe déjà impeccable. Je n'attends pas ton pardon, a-t-elle dit en me regardant droit dans les yeux. Mais je m'attends à ce que tu vives avec les conséquences de tes actes. Chaque jour. C'était sa dernière tentative de manipulation, essayer de me faire porter le fardeau de la culpabilité. Je n'ai rien répondu. Pas un mot, pas un hochement de tête. Je l'ai simplement regardé, puis j'ai tourné les talons et je me suis éloigné sur le chemin de gravier, la laissant seule sur son banc au milieu des roses. Elle ne m'a pas suivi. Son silence, cette fois, était celui de quelqu'un qui a joué sa dernière carte et qui a perdu. En retournant à mon bureau, j'ai signé les derniers documents autorisant le dépôt des plaintes pénales. La date de l'audience était déjà fixée. Y aurait-il encore des surprises au tribunal? Ou la vérité était-elle enfin assez forte pour triompher sans plus d'obstacles? Le jour de l'audience, le tribunal de grande instance de Lyon était étonnamment silencieux. L'air était lourd, chargé d'une tension palpable. J'étais assise à côté de mon avocat, maître Dubois, droite et sereine. De l'autre côté de l'allée, Gérard, Margot et Béatrice formaient un trio sombre, leurs avocats chuchotant à leurs oreilles. Ils ne me regardaient pas. Quand mon nom a été appelé, je me suis avancée vers la barre des témoins. J'ai prêté serment, ma voix claire et stable. Je n'étais pas là pour faire un spectacle. J'étais là pour exposer des faits. Pendant près de 2 heures, j'ai répondu aux questions de mon avocat, puis à celles de la partie adverse. J'ai détaillé, point par point, les mécanismes de la fraude, en m'appuyant sur les pages du rapport d'audit. Je n'ai ajouté aucune fioriture, aucune émotion superflue. Juste les chiffres, les dates, les transferts, les noms. Le moment le plus intense a été lorsque Maître Dubois a demandé l'autorisation de faire écouter une pièce à conviction. Il a posé un petit haut-parleur sur la barre. Et une fois de plus, la voix de ma grand-mère a rempli une pièce silencieuse. Je te fais confiance. Je ne fais confiance qu'à toi. Dans le silence solennel du tribunal, ces mots prenaient une dimension sacrée. C'était la volonté d'une matriarche, son dernier acte de protection. J'ai vu plusieurs jurés hocher imperceptiblement la tête. Ensuite, nous avons présenté la lettre manuscrite. L'expert en graphologie a confirmé son authenticité sans l'ombre d'un doute. Le sang ne rend pas les gens dignes. Prends ce qui te revient de droit. Ces 4 lignes étaient plus puissantes que des heures de plaidoirie. Quand Margot a été appelée à la barre, elle a joué la carte de la sœur aimante et inquiète. Son ton était mesuré, sympathique, parfaitement répété. Nous protégions l'héritage familial, a-t-elle déclaré, les larmes aux yeux. Nous ne voulions pas de conflit, nous voulions l'harmonie. Élise était instable, fragile émotionnellement. Nous pensions qu'elle n'aurait pas su gérer de telles responsabilités. Nous avons agi par amour, pour la protéger d'elle-même. Je n'ai pas scié. Je n'ai pas regardé ma sœur pendant son témoignage. J'ai gardé mon regard fixé sur le juge, sur les jurés. Lors de ma déclaration finale, je me suis levée. J'ai regardé Margot, puis mon père, puis Béatrice. Effacer quelqu'un n'est pas un acte de protection, ai-je dit, ma voix résonnant clairement. C'est un acte de lâcheté. Vous pouvez l'habiller de soie et l'appeler « amour », ça reste de la lâcheté. J'ai vu Margot tressaillir. Béatrice a détourné le regard.
J'ai terminé en m'adressant directement au juge. Cette affaire ne concerne pas un héritage. Elle concerne le fait d'être réécrite, effacée de sa propre histoire. Je ne suis pas instable. Je ne suis pas dramatique. J'étais simplement un obstacle à leur version de la réalité. Et je suis ici aujourd'hui pour rétablir les faits. Le juge a pris un long moment avant de rendre sa décision. La salle retenait son souffle. Le tribunal reconnaît la validité de l'addendum au testament de Madame Geneviève Laurent, a-t-il déclaré, sa voix grave ne laissant place à aucune ambiguïté. Le contrôle total de la succession et des actifs de Laurent et fils revient à Mademoiselle Élise Laurent. Concernant les accusations de détournement de fonds, le tribunal renvoie Monsieur Gérard Laurent, Madame Margot Laurent et Madame Béatrice devant le procureur pour d'éventuelles poursuites pénales. C'était fini. La justice avait été rendue. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri. J'ai simplement respiré. Dehors, j'ai traversé la horde de journalistes sans répondre à une seule question. La vérité avait été dite. Que restait-il à construire sur ces ruines? Je ne suis pas retourné à Lyon ce soir-là. J'ai pris le premier train pour le sud, pour la Provence, pour le mas de ma grand-mère. C'était le seul endroit où je voulais être. Loin du bruit, loin des regards, loin des ruines de la famille que j'avais eue autrefois. Le silence de la campagne m'a accueilli comme un vieil ami. J'ai enlevé mes chaussures à la porte et j'ai marché pieds nus sur les tomates fraîches, un rituel que je faisais depuis l'enfance. Je suis allé dans le petit bureau de ma grand-mère, celui où la lumière du soir était la plus douce. Son journal de bord professionnel était toujours là, sur le bureau en chêne. Un grand carnet de cuir usé, rempli de son écriture sur plusieurs décennies. Je ne l'ai pas ouvert pour y trouver des secrets financiers. Je l'ai ouvert pour y retrouver son esprit. Je suis tombé sur une page que j'avais marquée des années auparavant, lorsque je commençais à peine ma carrière. L'encre avait un peu pâli, mais les mots étaient plus pertinents que jamais. Parfois, le sang doit être purgé pour que le corps puisse guérir. Je l'ai relu, non plus avec la naïveté d'une jeune femme, mais avec la compréhension d'une survivante. Ma grand-mère ne parlait pas de vengeance. Elle parlait de survie, de la nécessité parfois de couper les membres gangrenés pour sauver le reste. Ils avaient essayé de réécrire l'histoire, de me couper du récit familial, de prétendre que j'étais trop émotive, trop difficile, trop instable. Mais tout ce qu'ils avaient fait, c'était de déblayer le chemin pour moi. En essayant de me détruire, ils m'avaient donné tous les outils dont j'avais besoin pour me reconstruire. Je me suis levée et je me suis approchée de la fenêtre. Le soleil se couchait sur les champs de lavande, peignant le ciel de teintes roses et orangées. Une beauté paisible, immuable. J'ai pensé à tout le chemin parcouru, à la douleur, à la solitude, à la peur. Mais aussi à la force que j'avais trouvée en moi, une force que je ne soupçonnais pas. Ils ont essayé de m'enterrer, ai-je dit à voix haute, ma voix stable dans le silence de la pièce. Ils ne savaient pas que j'étais une graine. J'ai passé la nuit là, à lire les journaux de ma grand-mère. J'ai redécouvert sa vision pour l'entreprise. Une vision basée sur l'intégrité, l'innovation et le respect des employés. Pas sur la cupidité et le mensonge. Mon avenir est devenu clair. Je n'allais pas vendre. Je n'allais pas détruire. J'allais construire. Construire sur les fondations saines qu'elle avait laissées, et purger tout ce qui était pourri. Le lendemain matin, avant de retourner à Lyon pour prendre officiellement mes fonctions, j'ai fait le tour de la maison et j'ai fermé la lourde porte d'entrée à clé. Ce n'était pas un geste de colère pour les exclure. C'était un geste pour marquer une frontière. Le point final de leur version de l'histoire, et la première page de la mienne. L'histoire de ma reconstruction ne fait que commencer. La trahison ne nous définit pas. C'est la manière dont nous nous relevons qui le fait. Si vous aussi, vous avez dû faire face à une injustice douloureuse et que vous avez trouvé la force de vous battre pour votre vérité, partagez votre histoire ou simplement un mot de soutien dans les commentaires. Nos voix, rassemblées, sont notre plus grande force. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker cette vidéo si mon histoire vous a touché, et de vous abonner pour suivre la suite de mon aventure à la tête de Laurent et Fils. Ensemble, nous pouvons montrer qu'après la tempête, il est toujours possible de faire refleurir le jardin.